Haroun et la mer des histoires. Salman Rushdie, 1993. Chapitre 7 dans la bande de Crépuscule. Me voilà encore une fois embarqué dans une histoire de princesse sauvée, se dit Haroun en bâillant. Je me demande si celle-ci se terminera mal, elle aussi. Il n'eut pas le temps de se le demander très longtemps. À propos, annonça Babilbouche d'un air détaché, à la demande expresse d'un certain génie de l'eau, j'ai pris la petite liberté d'enlever de sous ton oreiller le déconnecteur que tu avais volé sans même avec votre permission. Haroun, consterné, fouilla son lit comme un fou. Mais le déconnecteur avait disparu, et avec lui le moyen d'obtenir un entretien avec le Morse afin de renouveler l'abonnement de Rachid à l'eau aux histoires. « Je te considérais comme mon ami, » lui dit-il sur un ton d'accusation. Babilbouche haussa les épaules. « Ton plan est totalement dépassé, » répondit-elle. « Si m'a tout raconté. Mais ton père est ici en personne maintenant. Il peut bien résoudre ses propres problèmes. » « Tu ne comprends pas, » dit tristement Haroun. « Je voulais faire ça pour lui. » Une sonnerie de trompette monta du jardin d'agrément. Haroun sauta du lit et courut jusqu'à la fenêtre. En bas, dans le jardin, il y avait une grande agitation ou un bruissement de pages. Des centaines et des centaines de personnes très maigres en uniforme rectangulaire, avec le même bruissement que du papier, un peu plus fort seulement, couraient dans le jardin dans un grand désordre, en discutant sur la façon de s'aligner, en criant « Je suis avant toi !»« Ne sois pas ridicule, ça n'aurait plus aucun sens. Il est évident que je dois me trouver devant toi. » Toutes les pages étaient numérotées, remarqua Haroun. Aussi, il aurait dû être facile de décider de l'ordre. Il l'expliqua à Babilbouche, qui répondit « Les choses ne sont pas aussi simples que dans le monde réel, monsieur. Il y a beaucoup de pages qui portent le même numéro. Aussi, elles doivent trouver à quel chapitre elles appartiennent, dans quel volume, et ainsi de suite. Il y a aussi de nombreuses erreurs dans les uniformes, alors, de toute façon, leur nombre est complètement faux. » Haroun regarda les pages qui jouaient des coudes, qui discutaient, qui brandissaient le poing, qui se faisaient des croche-pieds, et qui ne réussissaient qu'à faire preuve de maladresse, et il remarqua « Ça ne me semble pas être une armée très disciplinée. » « Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, » répondit vivement Babilbouche. Et, un peu mécontente, elle déclara qu'elle ne pouvait pas attendre Haroun plus longtemps, car elle était déjà en retard. Et, bien sûr, Haroun dut courir derrière elle, toujours dans sa chemise de nuit rouge avec les taches violettes, sans avoir eu le temps de se brosser les dents ou les cheveux, ni de lui montrer les nombreuses erreurs de son raisonnement. Tandis qu'il courait dans des couloirs, en montant les escaliers, en les redescendant, en parcourant des galeries, en entrant dans des cours, en ressortant, en enfilant d'autres couloirs, Haroun dit en haletant « Tout d'abord, je ne jugerai pas un livre à sa couverture, comme tu l'as dit, parce que je voyais toutes les pages, et en second lieu, ce n'est pas le monde réel, pas du tout. »« Oh non, répliqua Babilbouche, c'est le problème avec vous, les types des villes tristes. Un endroit a besoin d'être misérable, sinistre comme un égout pour que vous le trouviez réel. »« Veux-tu me faire plaisir ?» haleta Haroun. « Demande le chemin à quelqu'un. » Quand ils arrivèrent dans le jardin, l'armée de Goup, ou bibliothèque, avait terminé l'assemblage et la pagination, c'est-à-dire qu'elle s'était rangée en bon ordre, ce qu'Haroun avait observé depuis la fenêtre de sa chambre. « À plus tard !» haleta Babilbouche, et elle fila en direction des pages royales avec leur bonnet de velours brun, debout près du prince Bolo, qui caracolait et se pavanait de façon fougueuse et un peu stupide sur son cheval mécanique volant. Haroun n'eut aucune peine à distinguer Rachid. Manifestement, son père avait trop dormi lui aussi, et comme Haroun, il avait les cheveux ébouriffés et ne portait qu'une chemise de nuit bleue, froissée et sale. Près de Rachid Khalifa, dans un petit pavillon plein de fontaines, et faisant de grands gestes joyeux en direction d'Haroun, le déconnecteur à la main, se tenait le génie de l'eau à la barbe bleue. Si. Haroun s'élança et arriva près d'eux juste à temps. « Un grand honneur de vous rencontrer, » disait Si.
en particulier parce que je n'ai plus à vous appeler le père d'un petit voleur. » Rachid fronça un sourcil stupéfait au moment où Haroun arriva, et ce dernier dit rapidement « Je t'expliquerai plus tard. » Puis, il lança un tel regard assis que même lui fut réduit au silence. Pour changer de sujet, Haroun ajouta « Papa, tu n'as pas envie de rencontrer mes autres nouveaux amis? Je veux dire ceux qui sont vraiment intéressants. »« Pour Batchit et pour l'océan !» Les forces de Goup étaient prêtes à partir. Les pages avaient pris place dans les oiseaux-barges qui les attendaient sur le lagon. Les jardiniers flottants et les poissons polypenses étaient prêts eux aussi. Les génies de l'eau, à cheval sur leurs différentes machines volantes, caressaient leurs favoris avec impatience. Rachid Khalifa monta sur Mé, la huppe, derrière Si et Haroun. Mali, Goupi et Baga se tenaient à côté d'eux. Haroun leur présenta son père, puis, avec un grand cri, ils s'élancèrent. « Quelle bêtise de ne pas nous être habillés plus judicieusement !» se lamenta Rachid. « Dans ces chemises de nuit, nous allons être transformés en blocs de glace en quelques heures. » « Heureusement, dit le génie de l'eau, j'ai apporté du pelliculage. Si vous me dites gentiment, s'il te plaît, merci, je vous en donnerai. S'il te plaît et merci, lança rapidement Haroun. Les pelliculages étaient des vêtements fins et transparents, aussi brillants que des ailes de libellule. Haroun et Rachid enfilèrent de longues chemises de cette matière par-dessus leurs chemises de nuit, ainsi que de longues jambières. À leur grand étonnement, les pelliculages adhéraient si étroitement à leurs chemises et à leurs jambes qu'ils semblaient avoir disparu. Haroun distinguait simplement sur ses vêtements et sur sa peau un léger brillant qui ne s'y trouvait pas auparavant. « Vous ne sentirez plus le froid, » leur promit Si. Ils avaient quitté le lagon et la ville de Goup diminuait derrière eux, mais la huppe allait à la même allure que les autres oiseaux mécaniques. Et de l'écume volait autour d'eux. Comme la vie peut changer, s'émerveilla Haroun. Il y a seulement une semaine, j'étais un petit garçon qui n'avait jamais vu de neige, et maintenant me voici fonçant vers un désert de glace sur lesquels le soleil ne brille jamais, vêtu de ma seule chemise de nuit, avec une matière transparente et étrange comme unique protection contre le froid. C'est vraiment faire feu de tout bois. Ridicule, dit Mé, la huppe, qui avait lu les pensées d'Haroun. C'est faire glace de toute eau. Incroyable, s'écria Rachid. Il parle sans remuer le bec. L'armada de Goup était déjà très avancée. Lentement, Haroun prit conscience de ce qui commença comme un faible bourdonnement pour s'élever jusqu'à un murmure sourd et finir en vacarme assourdissant. Il lui fallut quelque temps pour se rendre compte qu'il s'agissait du bruit des soldats de Goup engagés dans des conversations et des débats sans fin de plus en plus animés. Le son porte sur l'eau, se souvint-il, mais une telle quantité de bruit aurait porté au loin même sur un désert aride et sec. Les génies de l'eau, les jardiniers flottants, les poissons polypenses et les pages discutaient bruyamment pour et contre la stratégie dans laquelle ils étaient engagés. Goupi et Baga étaient aussi disserts sur le sujet que tous les polypenses, et leurs cris glougloutants de mécontentement devenaient de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de la bande de crépuscule et du pays de Choup. « Sauver Batchit ! Dieu, quelle idée ! C'est l'océan qu'il faut sauver ! Tel est le plan à appliquer. Trouver la source empoisonnée. L'océan capital en soi. Vaut mieux que la fille d'un roi. » Haroun fut quelque peu choqué. « Cela ressemble à des paroles de mutin, dit-il, et Si, Goupi, Bag et Mali trouvèrent cette idée très intéressante. « Qu'est-ce qu'un mutiri » demanda Si avec curiosité. « Est-ce une plante » voulut savoir Mali. « Vous ne comprenez pas, » essaya d'expliquer Haroun. « C'est un substantif. »« Absurde, » dit le génie de l'eau. « Un substantif ne parle pas. » « On dit bien que l'argent parle, » se retrouva en train de dire Haroun. Toutes ces discussions autour de lui devenaient contagieuses. « Alors, pourquoi pas les substantifs? Et pourquoi pas n'importe quoi ?» Tout le monde se tut pendant quelques instants maussades. Puis ils revinrent à la question du jour. Que fallait-il sauver de Batchit ou de l'océan? Mais Rachid Khalifa fit un clin d'œil à Haroun et il se sentit un peu moins blessé. Les bruits de querelles échauffées venaient des oiseaux-barges.
Je dis qu'aller chercher Batchit, c'est vraiment courir après la chimère. Oui, d'autant qu'elle ressemble à une chimère. Comment oses-tu, coquin? Nous parlons de notre princesse bien-aimée, la merveilleuse fiancée de notre estimé prince Bolo. Merveilleuse? Vous avez oublié sa voix, son nez, ses dents? D'accord, inutile d'entrer dans les détails. Haroun remarqua que le vieux général Kitab lui-même, monté sur un cheval mécanique ailé semblable à celui de Bolo, allait d'oiseau-barge en oiseau-barge pour participer aux différentes discussions. Et telle était la liberté, à l'évidence permise aux pages et aux autres citoyens de Goup, que le vieux général semblait parfaitement heureux d'entendre s'ensier ces tirades d'insultes et d'insubordination. En fait, Haroun avait l'impression que, très souvent, le vieux général provoquait vraiment des disputes. Puis il y participait avec une allégresse enthousiaste, se mettant parfois d'un côté et l'instant d'après, simplement pour le plaisir, il soutenait l'autre point de vue. « Quelle armée !» se dit Haroun d'un air rêveur. « Si tous les soldats se conduisaient ainsi sur la terre, ils passeraient vite en cour martiale. »« Mais, à quoi sert de donner aux gens la liberté de parole ?» déclama Mela Hup, « si vous ajoutez qu'ils ne doivent pas l'utiliser. Et la liberté de parole n'est-elle pas le plus grand des pouvoirs? Alors elle doit être pleinement exercée. »« On l'exerce pleinement aujourd'hui, » répondit Haroun. « Je ne crois pas que vous, les citoyens de Goup, vous soyez capables de garder un secret pour sauver votre vie. Cependant, pour sauver nos vies, nous pouvons dire des secrets, répliqua Si. Moi, par exemple, je connais un grand nombre de secrets succulents et intéressants. Moi aussi, dit Mela Hup, sans remuer le bec. On commence? Non, répondit Haroun sèchement. Nous ne commençons pas. À côté de lui, Rachid semblait ravi. Oui, jeune Haroun Khalifa, gloussa-t-il. Tu t'es certainement fait des amis sacrément amusants. Ainsi l'armée de Goup avançait-elle gaiement, et tous ses membres disséquaient les plans de bataille les plus secrets du général Kitab, qu'il révélait évidemment à tous ceux qui prenaient la peine de l'interroger. Ces plans étaient examinés, expliqués, explicités, expertisés, mâchés, ruminés, vantés, dénigrés, et enfin, après d'interminables disputes, acceptés. Et quand Rachid Khalifa, qui commençait à douter autant qu'Haroun du bien fondé de tant de discussions, osa mettre en cause la sagesse de la méthode, alors Si, Mais, Mali, Goupi et Baga se mirent à discuter de cette question avec tout autant de passion et d'énergie. Seul le prince Bolo se tenait à l'écart. Le prince Bolo traversait le ciel sur son destrier volant mécanique, à la tête des forces de Goup, sans rien dire, sans regarder ni à gauche ni à droite, les yeux fixés sur les lignes bleues de l'horizon. Pour lui, il n'y avait pas de discussion possible. Batchit passait en premier. La question ne se posait même pas. « Comment se fait-il, demanda Haroun, que Bolo soit si décidé alors que chaque citoyen de Goup dans cette armée semble passer son temps à se faire une idée sur tout ?» Ce fut Mali, le jardinier flottant, qui marchait à grands pas sur l'eau à côté de lui, qui lui répondit de sa voix fleurie par ses lèvres charnues de lilas. « C'est l'amour, dit Mali. C'est uniquement par amour. C'est une chose merveilleuse qui rend plein de fougue, mais parfois aussi un peu stupide. » La lumière baissa lentement, puis plus rapidement. Ils entraient dans la bande de crépuscule. En regardant au loin, là où les ombres se réunissaient, comme une nuée d'orage, Haroun sentit son courage faiblir. Avec notre absurde armada, désespéra-t-il, comment pourrons-nous jamais réussir dans ce monde où il n'y a même pas de lumière pour voir l'ennemi? Plus il s'approchait des côtes du pays de Choup, plus l'attente de l'armée choupoila devint grande. Haroun était maintenant sûr qu'il s'agissait d'une mission suicide. Ils allaient être vaincus. Batchit périrait, l'océan serait irréparablement détruit, et toutes les histoires arriveraient à leur fin définitive. Maintenant le ciel était obscur et pourpre et répondait à son humeur fataliste. Mais, ne prends donc pas ça au sérieux, lui dit gentiment Mela Hup. Tu souffres d'une ombre au cœur. Cela arrive à la plupart des gens la première fois qu'ils voient la bande de crépuscule et l'obscurité qui se trouve au-delà. Moi, bien sûr, je n'en souffre pas, puisque je n'ai pas de cœur. Un autre avantage, soit dit en passant, d'être une machine. Mais, ne t'inquiète pas, tu vas t'acclimater.
Ça va passer. Si on regarde le bon côté des choses, ajouta Rachid Khalifa, ces pelliculages marchent. Je ne sens absolument pas le froid. Goupy et Baga toussaient et crachaient de plus en plus. La côte de Choupe était en vue, et il s'agissait d'une chose sinistre dans cette zone côtière. L'eau de l'océan des courants d'histoire était dans le plus grand état de saleté qu'Haroun avait vu jusqu'alors. Les poisons avaient eu pour effet d'étouffer les couleurs des courants d'histoire et de les rapprocher du gris. Et c'était dans les couleurs que se trouvaient les meilleurs éléments des histoires de ces courants. Leur vigueur, leur légèreté et leur vivacité. Aussi la perte des couleurs représentait un dommage terrible. Pire cependant, dans la région de l'océan avait perdu l'essentiel de sa chaleur. L'eau ne fournissait plus cette vapeur douce et pénétrante qui remplissait de rêves extraordinaires. Elle était froide et en outre gluante. Le poison refroidissait l'océan. Goupy et Baga prirent peur. Si cela continue, que va-t-il se passer? Cela va continuer. L'océan va geler. Puis ce fut le moment de poser le pied sur le rivage de Choupe. Sur ces côtes crépusculaires, aucun oiseau ne chantait, aucun vent ne soufflait, aucune voix ne parlait. Le pied heurtant un galet ne faisait pas de bruit, comme si les pierres avaient été enrobées dans un matériau étouffant. Les sons. L'air sentait le renfermer et la puanteur. Des buissons d'épines étaient groupés autour de troncs à l'écorce blanche d'arbres sans feuilles, des arbres qui ressemblaient à des fantômes de saules. Les nombreuses ombres semblaient vivantes. Cependant, l'armée de Goup ne fut pas attaquée quand elle débarqua. Pas d'escarmouches sur les galets, pas d'archers cachés dans les buissons. Tout n'était qu'immobilité et froideur. Le silence et l'obscurité semblaient attendre leur heure. Plus ils nous entraînent dans l'obscurité, plus l'inattendu est en leur faveur, dit Rachid d'une voix triste. Et ils savent que nous allons venir parce qu'ils détiennent Batchit. Je croyais que l'amour pouvait tout conquérir, pensa Haroun, mais aujourd'hui on dirait qu'il va nous transformer en singes ou en viande hachée, tous autant que nous sommes. On établit une tête de pont et on dressa les tentes pour faire le premier camp de Goup. Le général Kitab et le prince Bolo envoyèrent Babilbouche chercher Rachid Khalifa. Haroun, ravi de revoir la page, accompagna son père. « Conteur !» cria Bolo d'un ton de bravache. « L'heure est venue de nous conduire aux tentes des Choupouala. De grandes choses nous attendent. La libération de Batchit ne peut être reportée. » Haroun et Babilbouche, avec le général, le prince et le chat de Blas, se glissèrent furtivement entre les buissons d'épines et partirent en éclaireur dans le voisinage. Au bout d'un moment, Rachid s'arrêta et tendit le doigt, sans dire un mot. Devant eux, il y avait un espace dégagé entre les arbres, et dans cette clairière sans feuilles se tenait un homme qui ressemblait presque à une ombre, avec à la main une épée à la lame aussi noire que la nuit. L'homme était seul, mais il ne cessait de se tourner, de sauter, de donner des coups de pied et de frapper avec son épée, comme s'il luttait contre un adversaire invisible. Puis, en s'approchant, Haroun vit que l'homme luttait vraiment contre son ombre, qui, en retour, luttait avec une férocité, une attention et une habileté égales. « Regardez, murmura Haroun, les mouvements de l'ombre ne correspondent pas à ceux de l'homme. » Rachid le fit taire d'un regard, mais son fils avait dit la vérité. Manifestement, l'ombre possédait une volonté propre. Elle esquivait et évitait, elle s'étirait jusqu'à devenir aussi longue qu'une ombre projetée par les derniers rayons du soleil couchant. Puis, elle se regroupait de façon aussi compacte qu'une ombre à midi quand le soleil est perpendiculaire. Son épée s'allongeait et se raccourcissait, son corps se tordait et se modifiait constamment. Comment vaincre un tel adversaire se demanda Haroun. L'ombre se tenait au guerrier par les pieds, mais pour le reste elle semblait entièrement libre. C'était comme si sa vie dans un pays de ténèbres, son existence d'ombre cachée parmi les ombres, lui avait donné des pouvoirs dont n'avaient pu rêver les ombres d'un monde éclairé de façon conventionnelle. Le spectacle terrifiait. Le guerrier avait lui aussi une silhouette saisissante. Ses longs cheveux, luisants, attachés en queue de cheval, lui descendaient jusqu'à la taille. Il avait le visage peint en vert,
avec des lèvres rouges, des yeux et des sourcils noirs, agrandis, et des raies blanches sur les joues. Sa tenue de guerre encombrante, faite de gardes de cuir, de jambières et d'épaulettes épaisses, le faisait paraître plus imposant qu'il n'était en réalité. Sa force physique et sa connaissance de l'escrime dépassaient tout ce qu'avait vu Haroun. Quelles que fussent les ruses que lui jouait son ombre, le guerrier rivalisait avec elle, et tandis qu'ils combattaient, pied à pied, Haroun commença à voir leur lutte comme une danse d'une beauté et d'une grâce immense, une danse exécutée dans un silence parfait, parce que la musique était jouée dans la tête des danseurs. Puis il aperçut les yeux du guerrier, et un frisson glacé lui transperça le cœur. Quels yeux terrifiants! Au lieu de blanc, il avait noir. Les iris étaient gris comme le crépuscule, et les pupilles blanches comme du lait. Pas étonnant que les choupoilas aiment l'obscurité, comprit Haroun. Au soleil, ils doivent être aveugles comme des chauves-souris, car ils ont les yeux à l'envers, comme un négatif qu'on a oublié de tirer. Tandis qu'il observait la danse martiale du guerrier de l'ombre, Haroun pensa à l'étrange aventure dans laquelle il était embarqué. Combien de contraires sont en guerre dans cette bataille entre Goup et Choup, s'étonnait-il. Goup est lumineux, Choup est obscur. Goup est chaud, Choup d'un froid glacé. Goup n'est que bavardage et bruit, Choup silencieux comme une ombre. Les habitants de Goup aiment l'océan, ceux de Choup essayent de l'empoisonner. Les habitants de Goup aiment les histoires et la parole, ceux de Choup apparemment haïssent tout cela. C'était une guerre entre l'amour de l'océan et de la princesse et la mort, ce que le maître du culte, Katamchoud, avait en tête pour l'océan et pour la princesse. Mais ce n'est pas si simple, se dit-il, parce que la danse du guerrier de l'ombre lui montrait que le silence avait sa grâce et sa beauté, tout comme la parole pouvait être inélégante et laide, et que l'action pouvait être aussi noble que les mots, et que les créatures des ténèbres pouvaient être aussi belles que les enfants de la lumière. Si les habitants de Goup et de Choup ne se haïssaient pas tant, se dit-il, ils pourraient se trouver les uns les autres très intéressants. Les contraires s'attirent, comme on dit. Juste à ce moment-là, le guerrier de l'ombre se raidit. Il tourna ses yeux étranges vers le buisson derrière lequel le groupe de Goup se cachait. Et il lança son ombre qui s'étira dans leur direction. Elle se cabra au-dessus d'eux en dressant son épée immensément allongée. Le guerrier de l'ombre, rengainant son épée, ce qui resta sans effet sur son ombre, s'avança lentement vers leur cachette. Il agitait les mains furieusement dans quelque chose qui ressemblait à une danse de haine ou de rage. Les mouvements de ses mains devinrent de plus en plus rapides, de plus en plus énergiques. Puis, dans ce qui pouvait être du dégoût, il laissa retomber ses mains et horreur se mit à parler.